attaque au couteau de la gare de Lyon. L'assaillant, un homme de 32 ans d'origine malienne, est mis en examen. Il risque la prison à perpétuité pour tentative d'assassinat aggravé. Le parquet de Paris indique que le suspect voulait s'en prendre à des Français. Fermez les guillemets. Aux États-Unis, une cour fédérale rejette la demande d'immunité pénale de Donald Trump. Cela rouvre la voie à un procès. L'ancien président est accusé d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. Le milliardaire dit qu'il va faire appel de cette décision. Le prince Harry, en froid avec la monarchie britannique, est arrivé à Londres. Il vient soutenir son père, le roi Charles III, après l'annonce de son cancer. Aucun détail n'a filtré sur cette maladie. Charles III est apparu cet après-midi en public. Il a salué la foule, ses sujets à bord de sa voiture. Dans une heure, RTL, bonsoir et bonsoir Julien Cellier. Bonsoir à tous. Au menu de votre émission à 18h. Avec toute la bande, on prendra évidemment des nouvelles de Charles III, puis on se demandera qui pour peut-être l'épauler à la tête du Royaume-Uni, avec Thomas Perlet, spécialiste des têtes couronnées, qui sera avec nous. Ça, ce sera tout à l'heure à 18h40. Les autres rendez-vous qui vont rythmer la soirée. 18h15, on va s'interroger comment protéger nos enfants face au cyberharcèlement. Je vous donne un chiffre. 3/4 des jeunes ados, jeunes adultes, ont déjà envoyé une photo d'eux dénudés. On va ouvrir le débat sur ce sujet parfois tabou dans les familles avec Andrea Bescon. C'est la réalisatrice très engagée qui est derrière la série de télé-événements sur le sujet Nudes en ce moment. Et puis après 19h, la deuxième heure avec notre grand invité. Alors là, c'est un aventurier. Il est un peu skipper, un peu alpiniste. Il n'a surtout pas froid du tout aux yeux. Maxime Sorel a bouclé à la fois le Vendée Globe, puis il a grimpé l'Everest et il raconte ce double exploit dans un film. Il sera avec nous. Merci beaucoup Julien Cellier. Rendez-vous à 18h. La météo, prudence. Le Pas-de-Calais est placé ce soir en vigilance orange aux pluies et aux inondations. Demain matin, il va beaucoup pleuvoir sur une large bande qui va des Pays de la Loire aux Ardennes. En revanche, beau soleil sur le sud-est. Les températures 3 degrés prévues à Aurillac, 10 à Auxerre, 11 à Paris et jusqu'à 13 à Perpignan. Pour une retraite sans nuage, choisissez Préfonds, retraite, prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur préfonds.fr. Préfonds, le référent retraite. Un mot pour terminer avec du foot ce soir. Premier match des huitièmes de finale de la Coupe de France avec Sochaux qui affronte Rennes au Stade Bonal. Demain soir, le PSG reçoit Brest, Lyon reçoit Lille notamment. RTL, il est 17h03, la suite des grosses têtes avec Laurent Ruquier bien sûr. Et sur la Et selon le SNES FSU, 40% des enseignants étaient en grève ce matin dans les collèges. Halte à la récupération politique. En substance, le message du président du Salon de l'Agriculture qui va ouvrir ses portes dans moins de 3 semaines à Paris. Après les barrages d'agriculteurs, Jean-Luc Poulin ne souhaite pas que les différents responsables politiques se livrent à une récupération facile du malaise agricole. Lauriane Delanoë. C'est un appel aux politiques de tous bords, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le gouvernement. Ne venez pas au salon pour faire de la récupération, leur demande Jean-Luc Poulin. Pas de récupération, c'est qu'ils viennent écouter les problèmes des agriculteurs et qu'ils n'aillent pas dire en sortant devant les micros tout ce qui arrive, je l'avais dit, et si c'était nous, ça ne serait pas passé comme ça. Voilà. Dans les allées, sur les stands, les politiques trouveront face à eux des agriculteurs intransigeants. Le gouvernement promet de nouvelles réponses d'ici au salon de l'agriculture. Alors le président du salon anticipe un moment studieux et utile pour maintenir la pression. Si le Premier ministre, le président de la République, 2 jours avant lui, vient visiter le salon et que les promesses qui ont été faites en Haute-Garonne ne sont pas tenues, oui, il va y avoir des rappels à l'ordre, ça c'est clair. Je pense qu'il n'y aura pas de cadeau fait aux politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils n'y soient pas, parce que même quand on n'est pas au pouvoir, on vote des choses au cours de l'année, mais je pense qu'il y aura du respect et de l'écoute. C'est pas parce qu'on respecte les gens et on les écoute qu'on leur fait des cadeaux. Et aux agriculteurs qui voudraient boycotter le salon pour montrer leur colère, Jean-Luc Poulin répond « Au contraire, c'est là qu'il faut être pour se faire entendre, à la fois des politiques et des médias, toujours présents en nombre porte de Versailles. » Lauriane Delanoë, les agriculteurs qui expriment toujours leur colère, ils étaient des milliers mobilisés aujourd'hui en Espagne, ils ont bloqué des routes et infrastructures. En France, ils étaient des dizaines ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg avec leurs tracteurs pour dénoncer l'importation de produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes qu'en France. Bruxelles tente de désamorcer cette colère. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce matin le retrait d'un texte visant à réduire l'usage des pesticides. Mais ce texte avait déjà du plomb dans l'aile, Angélique Bouin.
Le texte avait été rejeté au Parlement et avait peu de chance sous cette mandature. Mais cette fois-ci, c'est le coup de grâce. Ursula von der Leyen, ce matin, devant les eurodéputés. La proposition est devenue un symbole de polarisation. C'est la raison pour laquelle je vais proposer au Collège des commissaires de la retirer. Mais bien sûr, le sujet reste d'actualité. Et pour avancer, nous avons besoin de plus de dialogue et d'une approche différente. C'est une erreur, estime l'eurodéputé macroniste Pascal Canfin. Le texte, dit-il, avait été retravaillé pour promouvoir les alternatives aux pesticides. Voilà donc une occasion manquée pour les agriculteurs, fustige le président de la commission environnement. Colère également chez les Verts pour l'eurodéputé David Corman. La présidente de la commission, membre du PPE, la droite européenne, est en campagne. Quand Madame von der Leyen a fait cette annonce à quelques mois des élections européennes, elle envoie un message très clair qui consiste à dire « Rassurez-vous, si je devais faire un deuxième mandat, je ne vous embêterai plus avec les questions écologiques, le pacte vert, c'est terminé. » Elle a sans doute voulu rassurer son camp, décrypte une source parlementaire. À quelques heures d'une annonce très attendue, mais qui tombe assez mal dans le contexte de colère agricole, la Commission européenne doit en effet révéler cet après-midi son objectif de décarbonation à horizon 2040. Angélique Boin au Parlement européen de Strasbourg. Les soldes d'hiver s'achèvent ce soir et le bilan est très mitigé pour les commerçants. Leur chiffre d'affaires pour ces soldes a baissé de plus de 6% par rapport à l'année dernière. Le Pas-de-Calais sera placé en vigilance orange pluie inondation dès demain 10h. De fortes pluies sont prévues dans le département et elles devraient durer toute la journée, annonce Météo France. Au Royaume-Uni, Charles III est apparu en public pour la première fois depuis l'annonce de son cancer hier. C'était cet après-midi à Londres. Le souverain britannique a quitté en voiture sa résidence de Clarence House avec la reine Camilla, direction le palais de Buckingham. Tous deux ont salué la foule en souriant. Hier soir, le palais de Buckingham avait publié un communiqué annonçant ce cancer sans préciser la nature et la gravité de la tumeur. Le prince Harry, exilé aux États-Unis, est lui revenu à Londres aujourd'hui pour rendre visite à son père. Aux États-Unis, Donald Trump pourra bien être jugé à Washington pour sa tentative d'avoir inversé illégalement les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Une cour d'appel fédérale vient de rejeter la demande d'immunité pénale de l'ancien président. La cour d'appel confirme une décision qui avait été prononcée par des juges en première instance en décembre dernier. Et puis la Turquie commémore le séisme du 6 février 2023. C'était il y a tout juste un an, dans la nuit du 5 au 6 février 2023. La terre a tremblé à 2 reprises dans le sud de la Turquie et en Syrie voisine. Le bilan est de plus de 54 000 morts en Turquie et 107 000 blessés. Et aujourd'hui, la Turquie se souvient, Marie-Pierre Verroux. Ce matin, à 4h17, à l'heure où la terre s'est tremblée il y a un an, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Antioche, la ville martyre, qui compte près de la moitié de l'ensemble des victimes. Portant des bougies, des branches de laurier, les habitants ont observé une minute de silence avant une prière œcuménique dans cette ville qui était celle des 3 religions juives. La douleur, mais aussi la colère sont intactes. Le ministre de la Santé a été sifflé lors de son discours. Les appels à la démission fusent. Le maire de la ville est lui aussi copieusement hué. Antioche, seule ville aux mains de l'opposition, est toujours en ruine et le président Erdogan a jeté de l'huile sur le feu. Je vais vous dire une vérité. Si le pouvoir local et le pouvoir national ne travaillent pas ensemble, main dans la main, s'ils ne sont pas solidaires, cette ville ne se rétablira pas. Un chantage on ne peut plus clair pour convaincre les habitants de voter pour son candidat au municipal de mars prochain. Erdogan qui est aujourd'hui à Kahramanmaraş, l'épicentre du séisme, un fief de son parti, loin de cette colère. Marie-Pierre Verroux. Et puis du football ce soir, premier match des 8e de finale de la Coupe de France. Sochaux face à Rennes, c'est à partir de 20h45. Et ce sera à suivre sur France Info. Les devoirs pour demain, vous ferez les exercices 45, 46, 47 et 48 de la page 102. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et les exercices 12, 13, 14, 15 de la page 21. Merci. Allez, à demain. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme numéro 1, c'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Moneyvox 2023, premier ex-aequo. Détail du classement sur fortunéo.fr/palmarès/banque. Tape mon dos. Il est en rendez-vous. Allez à la salle, récupérez les enfants, retrouvez ses amis. Pour les sportifs du quotidien, il y a la BMW Série 1 Finition M Sport à 390 € par mois, sans apport.
Venez l'essayer chez votre concessionnaire et découvrez des offres exceptionnelles sur une sélection de BMW. Exemple pour une BMW 1.18 iM Sport. Offre LLD 36 mois, réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2024. Conditions sur bmw.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Léo vient de découvrir la série spéciale Orange 120 Go 5G. Eh oh Léo, t'es là? Il est figé comme une statue depuis qu'il a vu que le prix de 19,99 € par mois n'était pas prêt de bouger. Allô Léo? Et lui non plus apparemment. Chez Orange, pour toute nouvelle souscription, la série spéciale mobile 120 Go 5G est à 19,99 € par mois pour les clients internet sans engagement. Et c'est tout. Orange. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. France Info, 17h, 20h. Nicolas Teilhard. La fin du remaniement, oui, mais pas maintenant. Il faudra attendre demain, sans doute, pour connaître le gouvernement au complet, le tout sur fond de malaise enseignant avec de nouvelles manifestations dans les rues aujourd'hui. On verra ça dans les prochaines minutes. Et puis l'avenir des stations de ski qui inquiète, qui interroge notamment la Cour des comptes. On vous racontera ça dans les prochaines minutes. Il est 17h10. L'essentiel avec vous, Armand Pebloga. L'assaillant de la gare de Lyon à Paris a été mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé. Ce Malien de 32 ans a blessé au couteau 3 personnes samedi dernier. Un homme de 66 ans a toujours le pronostic vital engagé. Le suspect voulait s'en prendre à des Français, indique le parquet. Amélie Oudéa-Castéra, toujours sous pression. La ministre de l'Éducation est auditionnée sur son action en ce moment à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et elle fait face à une nouvelle grève des enseignants, grève notamment pour réclamer des augmentations de salaire, grève suivie à 40% dans les collèges selon le SNES-FSU. Et puis le roi Charles III est apparu pour la première fois en public cet après-midi à Londres dans sa voiture avec la reine Camilla au lendemain de l'annonce de son cancer. Le palais royal n'a pas apporté de nouvelles informations sur sa maladie aujourd'hui. France Info. Voilà près d'un mois désormais que Gabriel Attal est installé à Matignon et son gouvernement n'est toujours pas au complet. Le remaniement, ça devait être pour ce soir pratiquement. Pour maintenant, ça c'est ce qui était prévu ce midi. Julie-Marie Lecomte, toute la machine était lancée, sauf qu'elle s'est enrayée. Que s'est-il passé? Toujours est-il qu'on attendra demain. Alors qu'au petit matin, conseiller du gouvernement désespéré que rien ne bruisse, c'était pourtant bien parti. En fin de matinée, les potentiels entrants ou revenants avaient même commencé à être appelés. Pareil pour ceux qui ne reviendront pas après la démission d'Elisabeth Borne et de son gouvernement. Tout le monde y croyait. Les participants au petit déjeuner de la majorité ce matin à Matignon, devant ses troupes à l'Assemblée, Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, promettait des annonces dans les prochaines heures, mais en ayant parfaitement en tête que les prochaines heures, ça pouvait être 3 ou 30, souriait un témoin. Bien vu, le déjeuner hebdomadaire entre le président et son premier ministre ce midi n'a pas permis de boucler la liste. À 7h, un conseil des ministres est toujours censé avoir lieu demain à 10h. De toute façon, seuls les ministres nommés lors de la première vague ont vocation à participer à la réunion. Option possible néanmoins, des annonces avant, probablement via un communiqué de presse de l'Elysée, car après Emmanuel Macron rend hommage aux victimes françaises du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, hommage qu'on imagine mal être éclipsé. Et le temps s'étire. Car certains sortants n'ont toujours aucune nouvelle, c'est dur pour eux, pour leurs suppléants, s'ils sont députés, ils ne savent pas à quoi s'en tenir alors que les titulaires doivent reprendre leur siège dans 3 jours. Pour leurs collaborateurs également, les dernières heures sont très longues, l'un d'entre eux ont hâte de se remettre au travail n'importe où, mais au travail s'impatiente un ex-ministre sans nouvelles quant à son avenir, sans compter qu'il n'est pas simple de faire avancer les dossiers interministériels quand il reste des trous dans la raquette, confie un ministre renommé. Pas de ministre à la santé, pas de ministre du logement, pas de ministre de l'énergie. Dans le temps additionnel, Amélie Oudéa-Castéra tente de sauver sa tête. Grand oral en ce moment devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée pour la ministre de l'Éducation nationale en difficulté depuis les premiers jours. Le tout alors que François Bayrou, relaxé hier, ne dissimule pas être prêt à revenir aux affaires, qui avait démissionné de lui-même en 2017 et considère maintenant qu'il est blanchi, que c'était un gâchis. Nul doute qu'après le jugement du tribunal correctionnel de Paris, le MoDem et son président sont en train de peser de tout leur poids jusqu'à la dernière minute, glisse
Guillaume Fariol, c'est toute l'économie des stations qui est menacée par la hausse des températures. Oui, la viabilité de nombreuses stations est compromise à moyen terme, alerte la Cour des comptes. Elle fait un lien direct entre fréquentation et enneigement, déjà en recul. Le rapport relaie les prévisions de Météo France. L'épaisseur du manteau neigeux fondra de 10 à 40% en moyenne montagne d'ici 2050. Passé cette échéance, seules quelques stations pourraient espérer survivre et poursuivre une exploitation, prévient la Cour. Autre inquiétude, la fonte des glaciers sur lesquels reposent certains équipements, dont de nombreuses remontées mécaniques. Il faut donc s'adapter. D'après ce rapport, les stations n'en font pas assez. Il pointe en particulier un recours excessif aux canons à neige, protection relative et transitoire. La Cour des comptes y voit une technologie énergivore qui le sera de plus en plus avec le réchauffement et qui perturbe le cycle de l'eau. Elle propose de revoir les autorisations de prélèvement destinées à cette production de neige. La Cour appelle à sortir du tout ski et miser sur la diversification des activités tyroliennes, VTT, cure thermale. Mais ces projets sont souvent mal ficelés, déficitaires, sans étude du marché ou de la concurrence. D'après le rapport, l'État comme les collectivités doivent mettre sur pied de véritables plans d'adaptation au changement climatique. Et pour les financer, pourquoi ne pas mettre les skieurs eux-mêmes à contribution? La Cour suggère d'augmenter les prix des remontées mécaniques. Et comment les élus, les professionnels de la montagne encaissent-ils les coûts? Eh bien, pour la plupart, ils ne sont d'accord ni avec les réponses à apporter, ni avec le constat. Jean-Luc Bock, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, était invité de France Info aujourd'hui. Ce dérèglement climatique, il a quand même des conséquences assez variées. C'est pas un interrupteur. Aujourd'hui, on a de la neige, demain on en a plus. C'est pas du tout comme ça que marche le climat. Les États-Unis, l'hiver dernier, dans les Rocheuses, ils ont eu trop de neige. Donc ça veut dire qu'il y a des choses un petit peu dans ce dérèglement inconnues encore à l'heure actuelle. Il faut dire que des territoires entiers très dépendants du ski jouent leur avenir. La filière représente plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Elle emploie directement ou indirectement plus de 120 000 personnes. Guillaume Fariol pour ce décryptage. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teilhard. Des polluants éternels détectés dans le Gard. On verra ça en détail dans un instant. Et puis, ce sera un monde d'avance. Olivier Poujat, terre de la tomate. Oui, en Espagne, on trouve de très mauvais goût qu'une ancienne ministre française qualifie d'immangeable la tomate ibérique. Je crois que c'était Ségolène Royal. Vous nous direz ça. 17h20, le fil info avec vous, Armand Perrault-Logan. La mise en examen du Malien de 32 ans qui a blessé 3 personnes samedi dernier à la gare de Lyon à Paris. Le suspect est poursuivi notamment pour tentative d'assassinat aggravé, un crime passible de la perpétuité. Il voulait s'en prendre à des Français, a précisé le parquet. Emmanuel Macron et Gabriel Attal à nouveau à l'heure du choix. On attend la liste complète du nouveau gouvernement avec la nomination des ministres délégués et des secrétaires d'État. Le communiqué de l'Élysée était annoncé initialement pour ce soir. Finalement, il devrait être publié plus tôt demain. Les enseignants, eux, maintiennent la pression. Ils étaient des milliers à défiler cet après-midi à Paris pour demander des hausses de salaire et pour dénoncer la mise en place des groupes de niveau en français et en maths dans les classes de 6e et 5e. La grève a été suivie par 40% des enseignants dans les collèges, selon le SNES-FSU. Aux États-Unis, une cour d'appel fédérale rejette la demande d'immunité pénale de Donald Trump. Cette décision ouvre la voie à un procès de l'ancien président à Washington pour sa tentative d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. Et puis au Royaume-Uni, le roi Charles III est apparu en public cet après-midi à Londres au lendemain de l'annonce de son cancer. Le souverain britannique a salué la foule en souriant depuis l'arrière de sa voiture avec à ses côtés la reine Camilla. Le palais de Buckingham n'a pas donné de nouvelles informations aujourd'hui sur la nature de sa tumeur et sa gravité. France Info. Une pollution record détectée dans le département du Gard par l'association Génération Future. Pollution au PFAS, substances chimiques surnommées les polluants éternels, tant ces pollutions sont persistantes dans l'environnement. L'association a fait l'analyse de l'eau aux alentours d'une usine de Salindre, c'est près d'Alès, et Boris Allier, elle a relevé des niveaux exceptionnellement élevés de certaines substances. Oui, ces prélèvements ont été effectués aux alentours de l'une des 5 usines qui produit des PFAS en France. Il s'agit de la plateforme du groupe belge Solvay à Salindre, près d'Alès.
Là-bas sont fabriquées notamment deux substances, le TFA, un acide qui entre dans la composition de certains médicaments ou pesticides, et l'autre substance, c'est l'acide triflique. Ces composés, ils sont rejetés dans les cours d'eau qui contournent l'usine, et les analyses effectuées par Génération Future démontrent des niveaux de contamination extrêmement élevés, selon son porte-parole François Veillerette. On parle de milligrammes retrouvés. D'habitude, les niveaux de PFAS dans les eaux, c'est plutôt avec le nanogramme qu'on les exprime, c'est-à-dire à tel point d'ailleurs que quand le laboratoire fait les analyses, il oblige de se prendre à deux fois parce que la machine n'était pas calibrée pour trouver des résultats aussi élevés. Ça montre que là, on est sur des quantités qui sont inhabituelles. Inhabituelles, mais légales, puisque les niveaux de polluants rejetés dans l'environnement restent en dessous des limites imposées par les arrêtés préfectoraux. Des résidus de TFA et d'acide triflique ont même été identifiés à une vingtaine de kilomètres de l'usine, dans l'eau du robinet et dans le Gard. Pourtant, aucun suivi sanitaire n'est effectué par les autorités. Notre message, c'est de tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, il faut absolument réduire déjà l'émission des PFAS dans l'environnement, et puis il faut aussi que l'agence sanitaire travaille sur ce sujet, notamment cette molécule spécifique, et nous deux autres, pour qu'on ait une meilleure connaissance de la dangerosité réelle et des niveaux sanitaires qu'on peut dériver. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, il y a une espèce de flou qui est assez inquiétant. Et quels sont les risques pour la santé des habitants, Boris ? Alors on ne peut pas dire qu'il y a un risque, mais on ne peut pas affirmer le contraire, et c'est bien là le problème selon François Veillerette. Le TFA, par exemple, c'est une substance qui a été proposée pour le classement toxique pour la reproduction, reprotoxique par l'Allemagne. Ça veut dire que l'industrie chimique comme l'Allemagne, le plus important d'Europe sans doute, se pose la question de la reprotoxicité du TFA. Donc c'est pas des substances anodines. Donc il faut travailler là-dessus, il faut que l'agence française affine cette question. Et Génération Future va porter plainte, notamment pour pollution aggravée des eaux, sachant que ces substances restent des dizaines, voire des centaines d'années dans la nature. Le groupe Solvay, de son côté, a réagi à cette enquête. Il assure être parfaitement en ligne avec la réglementation en vigueur et il rappelle que ces produits chimiques ne sont pas connus pour s'accumuler dans le corps humain. Boris Allier pour ses explications. Chez nos voisins ce soir, Olivier Poujade, en Espagne, où l'on évoque une guerre de la tomate avec la France, guerre relancée le week-end dernier par Ségolène Royal, qui était sur le plateau de nos confrères de BFM TV, et l'ancienne ministre de l'Environnement a qualifié d'immangeables les tomates soi-disant bio en provenance d'Espagne. On ne parle que de ça, ou presque, de l'autre côté des Pyrénées, où l'on accorde visiblement encore beaucoup de crédit à Ségolène Royal. En Espagne, ces mots ont provoqué la colère unanime des syndicats agricoles et même réussi l'impensable, mettre d'accord l'opposition espagnole qui évoque un chauvinisme de la tomate et le chef du gouvernement, Pedro Sánchez. Pour répondre à une critique infondée de l'ancienne ministre Ségolène Royal qui s'en est prise à la tomate espagnole, elle peut venir goûter n'importe laquelle de nos et elle verra que la tomate espagnole est imbattable. Alors essayons d'y voir plus clair, de comprendre pourquoi les Espagnols réagissent de façon aussi épidermique. Alors la première explication, c'est qu'à chaque débat sur la production agricole européenne, des torrents de critiques s'abattent sur le premier producteur de fruits et légumes de l'Union, certes, mais le deuxième seulement derrière l'Italie pour la culture des tomates, deuxième place également pour la compétitivité du secteur derrière les Pays-Bas cette fois. Pourtant, au cœur de la colère agricole en France il y a quelques jours, c'est bien à la frontière avec l'Espagne que des tensions sont apparues, des camions renversés et leurs cargaisons détruites. Les Espagnols en ont ras-le-bol d'être stigmatisés et ce producteur estime que les propos de Madame Royal sont déplacés. Une ancienne ministre ne doit pas dévaloriser l'agriculture du pays voisin, qu'il règle les problèmes qu'ils ont avec les agriculteurs français. C'est attaquer une nouvelle agression à notre agriculture. Et maintenant, ça suffit. Nous allons défendre notre tomate, qui est aux mêmes normes qu'en France, celle de l'Union européenne. Et les normes sont les mêmes pour tout le monde. Est-ce que c'est vraiment le cas, ça? Alors, c'est là que ça se complique, sans vouloir prendre la place d'un technicien de la filière. Oui, les normes sont bien les mêmes pour tous les membres de l'Union européenne, mais elles viennent s'ajouter aux exigences de production du pays concerné. Pour les tomates bio espagnoles, que Ségolène Royal qualifie d'immangeables, en réalité, leurs producteurs n'ont pas les mêmes contraintes qu'en France. Problème de surtransposition des réglementations
d'abord la question de savoir si on a besoin d'une nouvelle guerre. Un monde avancé d'Olivier Bougède. Chez Picard, le prix du bon est en baisse, mais pas la qualité. Pour rendre le quotidien encore meilleur, nous baissons le prix de 50 produits de tous les jours. Comme nos portions panées de cabillaud sauvage, labellisées pêche durable MSC, garantie sans arrêt, désormais à 6,99 € au lieu de 7,99 € les 8 pièces. Pour votre pouvoir d'achat, rendez-vous au magasin et sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. 400 grammes, soit 15,88 € le kilo. Plus d'informations sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité. Allô, ma chérie, j'ai trouvé la perle rare. Mamie, là tu me fais peur. Celui qui te apportera plus de confort, de sécurité. Mais mamie, pitié. Laisse-moi te présenter Distingo. Distingo qui? Un des meilleurs livrets pour préparer ton avenir. En plus, ton épargne reste disponible. Distingobank.fr. Mamie, tu gères. Offre boostée et prime de bienvenue. C'est se distinguer, mamie. Hein. Profitez vite du livret Distingo à taux promotionnel pendant 4 mois jusqu'au 29 février 2024. Voir conditions sur distingobank.fr. Alors, Elodie, quel changement de temps. Eh oui, de la pluie, du vent. Alors ce soir et cette nuit, le vent se renforce de la Manche aux Hauts-de-France, 80 km à l'heure attendue, parfois 90 à 100. Demain, pluie et vent balayeront les régions du nord-ouest jusqu'au Grand Est le matin, mais aussi l'Aquitaine et le centre-val de Loire l'après-midi. Prudence sur le Pas-de-Calais, placé en vigilance orange pour demain. Les pluies seront durables et parfois marquées. Et puis plus au sud, le soleil sera parfois contrarié par la grisaille le matin, surtout vers la Garonne, le Massif central, le Lyonnais, la Côte d'Azur. L'après-midi, c'est un voile nuageux qui prendra le dessus, mais le soleil gardera l'avantage sur le sud-est et sur les Alpes. Et les températures toujours douces. 10 à 11 degrés sur un grand quart nord-ouest le matin, 1 à 5 entre l'Aquitaine et les Alpes, et puis l'après-midi, 10 à 14 degrés le plus souvent, jusqu'à 17 sur le sud-ouest et 20 sur le Roussillon. Merci Elodie et très bonne fin de journée avec France Info 17h30. L'info avec vous, Édouard Marguet. Les enseignants dans la rue et un avenir incertain pour Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Éducation et des Sports, est auditionnée en ce moment à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur ce qu'elle compte faire à son poste. Pendant ce temps-là, des enseignants et des personnels de l'éducation manifestent. Elle n'a plus la confiance de la profession, selon le SNES-FSU, le syndicat du second degré. Amélie Oudéa-Castéra à l'origine de plusieurs polémiques. Pendant les questions au gouvernement en début d'après-midi, elle a affirmé qu'opposer école publique et privée était une guerre d'un autre âge. Certains députés dans l'hémicycle ont crié François Bayrou, le nom du président du MoDem qui circule, pour la remplacer dans le cadre de la seconde phase du remaniement. Seconde phase qui sera annoncée plus tôt demain, selon les informations du service politique de France Info. L'agresseur de la gare de Lyon à Paris a voulu s'en prendre à des Français, selon le parquet, qui retient la motivation raciste, après avoir retrouvé notamment un compte TikTok dans lequel le suspect fait part de son ressentiment à l'égard de la France en raison de son intervention militaire au Mali. Ce Malien de 32 ans a été mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé samedi. Il a blessé au couteau 3 personnes dans cette gare. Pas d'immunité pour Donald Trump aux États-Unis. Une cour d'appel fédérale américaine rejette la demande de l'ancien président et actuel candidat à la Maison-Blanche. Ce rejet ouvre la voie à son procès à Washington, où il est accusé d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020, celle qu'il a perdue face à Joe Biden. Un objectif pour le climat en Europe. La Commission européenne a proposé de viser une réduction nette de 90% d'ici 2040 des émissions de gaz à effet de serre de l'UE par rapport à 1990, étape clé pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans le même temps, la présidente de la Commission prend une nouvelle mesure face à la colère du monde agricole qui s'exprime toujours dans plusieurs pays européens, notamment en Bulgarie en ce moment. Ursula von der Leyen enterre un projet législatif visant à réduire l'usage des pesticides. Premier match ce soir des 8e de finale de la Coupe de France de football. Sochaux reçoit Rennes à 20h45, ce qui était une affiche de Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Et les Sochaliens sont désormais en national après avoir failli disparaître cet été. Édouard Marguier, les stations de ski à l'heure des choix. La Cour des comptes, on en parlait il y a quelques minutes, les sommes de s'adapter plus rapidement, plus fortement au changement climatique. On en parlera, Isabelle Raymond, avec votre invité éco dans 20 minutes. Oui, puisqu'il détient 10 domaines skiables parmi les plus importants en France. Val d'Isère, les Arcs, Tignes, La Plagne ou encore Serre Chevalier. Je reçois le directeur général de la Compagnie des Alpes, Dominique Tillot. Et ce sera à 17h50, les Alpes françaises qui accueilleront les Jeux Olympiques d'hiver en 2030.
Dans 6 mois, ce sera les Jeux d'été à Paris. Et à 6 mois de l'ouverture, cette enquête qui tombe bien mal pour le président du comité d'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Enquête du parquet national financier qui s'intéresse à la rémunération de Tony Estanguet. Elle est pourtant strictement encadrée, Massarango. Oui, puisqu'en 2018, à la naissance de Paris 2024, est instauré un comité de rémunération composé de plusieurs DRH de grandes entreprises françaises, mais également de représentants de l'État et de la ville de Paris. Ce comité entame donc une analyse du marché, compare les salaires des dirigeants sportifs français et arrive donc à ce montant, 270 000 € assorti de 2 primes variables et qui, précisons-le, est 2 fois inférieur à celui du président de la Ligue de football professionnel, par exemple. Et donc, le 2 mars 2018, lors d'une séance en l'absence, c'est important, de Tony Estanguet, cette somme est proposée par le président de ce comité, l'ancien PDG de la Poste, Jean-Paul Bailly. Elle est donc adoptée par le conseil d'administration et un communiqué de presse est publié dans la foulée. Alors la question qui est soulevée ici, après un article récent du Canard enchaîné, c'est de savoir si ce salaire du président devrait être plafonné, puisque le COJO est une association loi 1901. Mais du côté de Paris 2024, on assure que ce plafond ne s'applique que pour les associations à gestion désintéressée, c'est-à-dire non lucrative. Or, en l'occurrence, il y a des recettes, notamment la billetterie, et donc c'est une association à gestion intéressée, et donc le salaire n'est pas plafonné. Sauf qu'il y a quand même un problème de statut pour Tony Estanguet. Oui, en fait, dès 2019, le COJO s'est aperçu, après consultation d'un grand cabinet d'avocats, qu'un président d'association bénéficie d'un mandat et non d'un contrat de travail. Il ne peut pas être salarié. C'est la raison pour laquelle, explique le COJO, Tony Estanguet a créé sa société pour facturer ses prestations sous forme de bénéfices non commerciaux. Un montage qualifié d'atypique il y a 3 ans par l'agence française anticorruption. Mais Paris 2024 assure qu'il avait été validé dès 2019 par le contrôleur général économique et financier. C'est alors que le montant traduit du brut au net est passé de 270 000 à 239 000 €. Par ailleurs, le COJO promet ce matin dans un communiqué que ces factures de la société de Tony Estanguet font l'objet d'un audit annuel indépendant. Et Massarango, pour ses précisions, autre ombre qui pèse sur ces Jeux Olympiques, la défaillance de l'un de ses principaux partenaires et prestataires, Atos, partenaire informatique officiel de la compétition, est en grande difficulté. Le groupe français a dévissé de 29% hier à la Bourse de Paris. Le cours de son action a même été quasiment divisé par 5 depuis l'été dernier. Atos, lourdement endetté à hauteur de près de 5 milliards d'euros, d'où les craintes d'une possible faillite à terme et d'une vente de ses activités à la découpe, dont le domaine ultra stratégique de la cybersécurité. Raphaël Ebenstein, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle situation? C'est évidemment complexe, Nicolas, mais plusieurs acteurs du dossier évoquent une succession de faux échecs stratégiques et une frénésie de plusieurs rachats d'activités à des concurrents dans les années 2010, en particulier celui de l'américain Syntel en 2018, absurde, trop cher, les plans notamment plusieurs syndicats, d'où la crainte aujourd'hui d'un scénario à la Casino. En clair, une forme de démantèlement d'Atos, car la dette est devenue insupportable, près de 5 milliards d'euros, dont les 2/3 doivent être théoriquement remboursés au plus tard l'an prochain. Acculée, la direction d'Atos cherche donc à vendre une partie de ses activités pour retrouver du cash et à convaincre ses créanciers d'accepter un refinancement de sa dette. Elle a dû se résoudre hier à lancer une forme d'appel à l'aide, demander la nomination d'un mandataire extérieur, une sorte de médiateur auprès des banques, ce qui a provoqué un petit vent de panique sur les marchés et le nouveau plongeon. Est-ce qu'on sait quelles sont les activités d'Atos qui pourraient être cédées et à qui? D'abord, le joyau du groupe, l'activité cybersécurité et supercalculateur. Un domaine qui restera sous pavillon français quoi qu'il arrive, jure le ministère de l'économie. Airbus s'est officiellement porté candidat, mais il y a toujours des discussions sur le prix. C'est loin d'être fait, résume un proche du dossier. En parallèle, d'autres discussions semblent cette fois au point mort avec l'homme d'affaires Daniel Kretinsky pour reprendre ce qui était le cœur de métier d'Atos, l'infogérance, c'est-à-dire la prestation de services informatiques aux entreprises, ainsi qu'une partie de la recherche et du développement. Cela signerait la mort d'Atos, dénonce la CGT, pour qui les diverses entités sont complémentaires. Elles ne peuvent pas subsister les unes sans les autres. Le syndicat demande donc une intervention de l'État
afin d'éviter une telle vente à la découpe. Et puis on le disait, Atos est partenaire informatique officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Est-ce qu'il y a une inquiétude de ce côté-là? Si Bruno Le Maire est intervenu publiquement hier, c'est qu'il veut que les JO se passent bien, grince un délégué syndical. Pour lui, de toute façon, une éventuelle scission d'Atos ne pourrait pas être effective avant la fin de l'année. Atos doit non seulement fournir des services de cloud, mais aussi de sécurité des systèmes informatiques lors des JO, ce qui suppose un groupe donc toujours intégré. Au-delà de la question des JO, la crainte est aussi, voire surtout sociale. Atos compte en effet 110 000 salariés, dont près de 11 000 en France. On se demande encore comment on tient, soupire un représentant syndical, quand un autre constate, lui, que l'inquiétude des salariés. Raphaël Ebenstein. Mon cœur, on est bien mercredi aujourd'hui? Non, on est mardi. T'es sûr? Bah oui. Oh non! Difficile d'attendre pour profiter des Crazy Mercredis dans nos restaurants. Tous les mercredis jusqu'au 28 août, les plats chauds sont à moitié prix pour les membres IKEA Family, comme les boulettes végétales à 2,97 € au lieu de 5,95 €. Conditions sur IKEA.fr, Crazy égale fou. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com. Chez Picard, le prix du bon est en baisse, mais pas la qualité. Pour rendre le quotidien encore meilleur, nous baissons le prix de 50 produits de tous les jours. Comme notre poêlée de légumes verts sans conservateur et noté Nutri-Score A, désormais à 3,97 € le sachet de 1 kg au lieu de 4,30 €. Pour votre pouvoir d'achat, rendez-vous en magasin et sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Plus d'informations sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Un nuage de plus avant l'installation de la nouvelle Civis, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. On vous raconte ça dans un instant. On ira aussi en Ukraine, sur le front, avec la Russie à bientôt 2 ans après le début de la guerre. Ce sera à la fin de ce mois de février. 17h40, on vous rappelle l'essentiel, c'est votre fil info, Édouard Marguet. Une ville d'Ukraine se trouve d'ailleurs dans une situation critique par endroits. Il s'agit d'Avdivka dans l'est, épicentre des combats dans le Donbass, et cible d'une offensive russe d'ampleur depuis des mois. Le maire de cette commune parle de premiers combats de rue avec des groupes de soldats russes. Le Hamas condamne la décision du président argentin Javier Milei en Israël aujourd'hui pour son premier déplacement à l'étranger depuis son élection. Il annonce le déménagement à Jérusalem de l'ambassade d'Argentine en Israël. Des agriculteurs en colère bloquent des dizaines de routes en Bulgarie. Ils dénoncent à leur tour les importations d'Ukraine, des conditions précaires et des normes écologiques européennes jugées excessives. Nouveau pays de manifestation, comme c'est encore le cas aux Pays-Bas, en Espagne, en Lettonie ou en Italie après une accalmie en France et en Roumanie. Dans ce contexte de crise agricole, le président du Salon de l'Agriculture refuse toute récupération politique de l'événement. Le salon ouvre dans 2 semaines et demie, le 24 février à Paris. Et il demande aux responsables politiques de ne pas se livrer à une récupération facile du malaise agricole. Le retour des fortes pluies sur le Pas-de-Calais, le département qui a vécu des crues historiques cet hiver sera placé en vigilance orange à partir de demain 10h. Les précipitations seront importantes toute la journée, prévient Météo France. La nouvelle Civis a décidément bien du mal à s'installer. La nouvelle commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, déjà très critiquée avant même sa mise en place, car venant prendre la suite de celle qui était présidée par le qui n'a pas pu poursuivre sa mission comme il le souhaitait. Voilà maintenant dans la tourmente. Sa numéro 2 est accusée d'agression sexuelle. Caroline Ressalmon, pédiatre légiste, également experte judiciaire. Mathilde Lemaire, une jeune femme porte plainte contre 7 médecins. Elle a confié son témoignage en exclusivité. Oui, Louison a 25 ans. Dans l'enfance, elle confie avoir été victime d'inceste pendant plusieurs années. À 21 ans, en 2020, elle décide de porter plainte contre son agresseur, une
l'enquête est ouverte. L'officier de la brigade de protection des mineurs l'oriente vers une médecin expert judiciaire pour un examen gynécologique. Elle appréhende ce rendez-vous mais s'y rend à l'hôpital parisien de l'Hôtel-Dieu. Au début, tout se déroule bien. Bundabala, youpi! Bundabala, youpi. Bunagana! Bunagana. Bunagana! Bunagana. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faisait plutôt ce geste-là? Avec ses doigts, elle a fait le paésien sur mon sexe à plusieurs reprises. Je répétais, je sais plus quel mouvement il a fait. Et elle me disait, si, fermez les yeux, souvenez-vous, remettez-vous dans la sienne. Là, je me suis sentie totalement partir. C'était tellement violent que j'ai oublié la fin de l'examen. Donc je sais pas à la fin ce qui s'est passé, je sais pas comment je suis rentrée chez moi. J'ai vraiment oublié. Ça m'a rappelé tous mes traumatismes et j'ai trouvé ça extrêmement injuste parce que je portais plainte pour des violences et que j'en subis en plus dans le cadre de ma plainte. C'était vraiment horrible. Alors, malgré ce traumatisme, à l'époque, Louison n'a pas souhaité déposer plainte. C'était il y a 4 ans, pas de plainte contre cette médecin. Non, pour ne pas se rajouter des démarches alors qu'elle se bat déjà pour faire reconnaître et condamner l'inceste qu'elle dénonce pendant son enfance. Un dossier en panne depuis 3 ans. Louison n'a d'ailleurs jamais reçu le rapport d'expertise du docteur Caroline Rey-Salmon jusqu'à ce qu'en décembre dernier, Louison découvre les noms des responsables de la nouvelle Commission nationale sur l'inceste, numéro 2 précisément. 7 médecins, Louison n'en croit pas ses yeux. J'ai que sur les réseaux, j'ai vu son visage et son nom apparaître. J'étais complètement sidérée, ça m'a choquée de la voir et je me suis dit, je me trompe peut-être, c'était peut-être pas elle. Je suis retournée dans mes documents pour retrouver la convocation et j'ai vu que c'était bien elle qui m'avait expertisée dans le cadre de ma plainte. Être à la tête de la civile alors que le but c'est justement de lutter contre les violences sexuelles et de protéger les enfants, j'ai pas du tout confiance en fait. J'ai l'impression encore une fois que la... Terminé, tout le monde descend. À demain. Attention, il y a quelqu'un. Oh là là, quand tu ouvres là, faut toujours regarder derrière. À demain. Allez, à demain.